Alors, bonjour tout le monde. Donc, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Donc, je m'appelle Karim Naït Medjani. Une petite présentation parce que je parle beaucoup. J'ai que 30 minutes, c'est ça, hein? Anne, allez où, Anne? C'est 30 minutes, c'est ça, hein? J'ai écouté Yves là qui propose un petit débat derrière. Je pense que vous aurez des petites questions. Donc, je vais essayer de faire vite parce que ça fait 35 ans que je m'intéresse à la télé. Donc, ça fait pas mal de temps. Donc, 30 minutes, ça va faire un peu chaud. Ce que je vous propose, je parle, je vais déblater et blablater, et après on part sur des questions. Alors déjà, je tiens à remercier Anne pour cet hommage de Jack, parce que Jack, lui, je l'ai rencontré en 2015 quand tu avais fait un colloque. Pourquoi je l'ai rencontré? Alors j'ai une petite formation en biologie, en neurobiologie et en optique. Quand je l'ai rencontré, Anne Lefebvre et Jack, on a matché tout de suite avec Jack. Parce que quand je lui dis, écoute mon ami, la France, elle est blindée de lobbies, comme le monde. L'Afrique, ce n'est pas le cas. Il y a des lobbies, mais il y a d'autres lobbies. Il m'a dit, oh Karim, l'Afrique, oh, avec plaisir. L'Algérie, tout ça, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud. Il m'a dit, je suis chaud bouillant. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on va préparer le terrain. On devait y aller, la mort l'a emporté, mais son travail, il est là. J'en ai des frissons parce que vraiment, il était très, très motivé. D'ailleurs, pas mal avec d'autres équipes de cause, de alerte, de lève les yeux, etc. On va faire pas mal de choses en Afrique. Je lui ai dit, écoute, les 10 jours sans écran, c'est bien. On va les faire évoluer. Avant, c'était la semaine sans télé avec Janine Busson. C'était très proche. Il a démocratisé ça au niveau mondial avec les 10 jours sans écran. Je lui ai dit, écoute, mon ami, 10 jours, ce n'est pas suffisant. Il faudrait passer à 1 mois pour plus de naturel et moins d'artificiel. Alors, moins d'écran récréatif, moins de son électronique, moins de mauvaise alimentation, plus d'activité physique, plus de bienveillance, plus d'auto, vous appelez ça comment? Tout à l'heure, vous en parliez. Pas de l'auto-hypnose, mais la pleine conscience. Toutes ces choses-là qu'on sait qui sont bonnes, qu'on doit prendre dès le plus jeune âge, des saines habitudes de vie dès le plus jeune âge. Parce que moi, ce qui m'intéresse à la base, c'est la pensée réflexive. Apprendre nos enfants à réfléchir par eux-mêmes, avoir du recul dans sa vie. Or, ça, c'est impossible tant qu'on est devant un écran. Il y a des lobbies. Nous, on n'est pas du côté obscur de la force. On est du côté clair de la force. Donc, toutes les forces vives là, qui sont là, vous êtes motivés, vous êtes prêts à combattre. C'est un combat, c'est la guerre. C'est une guerre qu'on est en train de mener. Et c'est très, très, très puissant ce qui est en train de se passer parce qu'il va y avoir avec les chercheurs là que j'ai entendus qui ont des très bonnes données et qui savent mettre en place une recherche avec la méthode scientifique qu'il faut pour prouver qu'effectivement, on a un gros problème avec les écrans dans le développement neuronal de l'enfant. Alors, les philosophes, ils appellent ça la pensée réflexive, la pensée qui revient sur elle-même. Vous connaissez tous Kant. Kant, il avait sa marche tous les jours, quotidienne, la marche de Kant. Il fallait qu'il soit dans la nature. Et dans la nature, il était connecté avec qui? Avec la nature. Il voyait quoi? Il voyait des couleurs naturelles. Une chose très importante qu'on ne prend pas assez en compte, c'est que dans le monde, depuis des millions d'années, l'être humain, il vivait dans un monde de réflexion. Réflexion lumineuse. Je ne parle pas de la réflexion, je parle de la lumière qui rentre dans vos yeux. Ce que je vois là, c'est ce qui est réfléchi comme lumière à partir des ampoules électriques. Les premiers problèmes, ils ont été commencés, ils sont arrivés avec l'arrivée de l'électricité, l'ampoule. Quand on a créé la première ampoule, et en plus, ce n'était pas des LED à l'époque, c'était des ampoules orangées, qui donnaient du jaune orangé, donc il n'y avait pas beaucoup de lumière bleue. Vous connaissez le problème de la lumière bleue? Pourquoi le bleu? Je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses et qu'on va après repartir en Afrique avec ces recommandations de saines habitudes de vie parce qu'on sait qu'il y a énormément de choses qui impactent notre chronobiologie, notre épigénétique. Notre génétique, ça, elle est actée, mais c'est notre épigénétique. Vous en avez tous parlé indirectement, les chercheurs et le monsieur qui a parlé des jeux vidéo. C'est la pollution polysensorielle. C'est une pollution sonore et visuelle qui impacte le développement de l'enfant. Toute cette surexposition aux images et aux sons électroniques bloque cette pensée réflexive qui est chez les philosophes. La pensée réflexive et chez les neuroscientifiques, ils appellent ça le réseau neuronal du mode par défaut. Default mode network. J'ai un très mauvais accent en anglais. Le réseau neuronal du mode par défaut, ils en ont parlé sans en parler. On a à peu près une dizaine de réseaux neuronaux dans le cerveau. Et il y a un réseau qui s'active quand on ne fait rien. Il s'active. Chez les adultes, c'est ce qu'on appelle la planification, la rêverie, la remise en question de soi. Je suis en train de conduire sur l'autoroute et hop, je pense, j'aurais dû faire ça. C'est le mot qui nous vient juste avant de dormir.
Le mot que je voulais vous dire là tout à l'heure, je l'ai oublié. Ce soir, avant de dormir, c'est le mot que je voulais revenir. Ça s'allume automatiquement. Le cerveau, il pèse 2% de notre corps. Il consomme 20% parce que justement, il est toujours actif. Mais quand il est devant un écran, devant de la musique, devant du Coran, parce que toutes les études qui sont faites, elles sont pratiquement occidentales, vous ne savez pas ce qui se passe en Afrique. En Afrique, moi, j'ai vu l'Algérie sombrer depuis l'arrivée de la parabole dans les années 90. Ce réseau neuronal du mode par défaut, il s'allume de façon réflexe. Il est très sensible. C'est quelques millisecondes. Là, pendant que je vous parle, vous avez des idées qui vous viennent, c'est ce réseau-là qui s'allume. Quand il écoute le bébé, de la musique, quand il écoute du Coran, quand il écoute des chants évangéliques ou n'importe quel chant ou musique électronique, ce réseau-là ne se développe pas correctement. Alors, les dernières recherches disent qu'à dans plus de 20%, c'est génétiquement câblé d'un point de vue génétique. Les réseaux neuronaux de ce réseau neuronal du mode par défaut, qui est complètement lié avec l'hippocampe dont parlait notre chercheur ici, il est génétiquement programmé à plus de 20%, c'est 23% de mémoire. Donc ça veut dire que le reste, il est programmé avec son environnement. C'est-à-dire que le réseautage, apparemment c'est ce qu'on dit au Canada, le réseautage, donc c'est la synaptogénèse et l'axogénèse. Vous savez que des neurones, ils sont reliés par des axones, des grands axes. Et ces axes-là, ils se mettent en place dans la petite enfance. Il y en a un autre qui se passe aussi à l'adolescence. La grosse maturation, elle se fait entre 20 ans et 30 ans. Donc, l'objectif, c'est que ce réseautage, ces connexions-là, se fassent de façon le plus naturelle possible, avec un environnement visuel et sonore qui sera le plus naturel possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas le soumettre au son électronique, aux images violentes ou violentes ou pas. Faire attention à son éclairage à la maison, parce que les LED, elles sont bourrées de lumière bleue. Comme je vous dis, le premier problème, c'est quand ils ont inventé l'ampoule électrique, on a commencé à perdre du temps de sommeil. Et c'est de perdre des ampoules LED. L'ampoule LED, je vous rappelle, bleue, elle a été inventée en 1990. La blanche dans les années 2000, quand elle était vraiment rentable. Et après sont arrivés les écrans nomades avec les smartphones en 2007. Et c'est à ce moment-là que tout a explosé. Parce qu'on a donné des écrans à des enfants dès la naissance, voire même avant la naissance, puisque la femme enceinte, elle écoute de la musique. Vous connaissez l'effet Mozart? Vous avez entendu parler de l'effet de Mozart? C'est le japonais qui disait faire écouter du Mozart à un enfant, ça le rendrait génie comme Mozart. Ben non, en fait, ce que ça fait, ça bloque son réseau neuronal du mode par défaut. S'il joue de la musique, ça n'a rien à voir. Mais s'il entend constamment de la musique ou constamment un chant religieux ou constamment la télévision qui est allumée en bruit de fond, eh ben ça bloque ce réseau-là, ce réseau neuronal du mode par défaut. Donc l'idée, quand j'en ai parlé avec Jack, c'était qu'on développe ça dans toute l'Afrique. Puisqu'on sait qu'il y a des choses qui sont néfastes, on les élimine. On sait qu'il y a des choses qui sont bénéfiques, on va les mettre en place. Donc, les LED, quand elles ont été créées, on ne savait pas que le mode par défaut, ça existait. On s'en doutait, mais on ne savait pas. On ne savait pas qu'il y avait des cellules dans les yeux qui captaient la lumière bleue, qui n'ont pas un rôle visuel, qui ont un rôle hormonal. C'est pour ça que maintenant, la lumière et les sons vont être considérés comme des perturbateurs endocriniens sans prise de substance, des perturbateurs endocriniens. Parce que la lumière, elle nous perturbe dans notre développement, elle perturbe plein de choses. La lumière, pourquoi la lumière bleue? Parce qu'on a découvert à 20 ans, en même temps qu'on a inventé les LED blanches, en même temps qu'on a découvert ces capteurs-là, en même temps qu'on a découvert le réseau neuronal du mode par défaut, donc à peu près dans les années 2000, en même temps qu'est sorti, je rigole parce qu'à chaque fois que j'y pense, c'est incroyable, est sorti le fameux film Matrix que vous connaissez tous, connecté. On est connecté au virtuel. Et je vous rappelle, dans Matrix, qu'est-ce qu'ils mangent les gens? Ils mangent des autres gens qui sont morts. Ce film-là, vraiment, pour moi, il est incroyable par rapport à ce qui se passe actuellement. On est tous connectés sans se rendre compte à quel point on est tous connectés, hyper connectés au virtuel, alors qu'on devrait tous être connectés, comme il le disait Jack. L'écran fait écran aux relations humaines. Donc le bébé, alors qu'on sait que le bébé, quand il allait, il a besoin de voir ces trois éléments, l'œil droit, l'œil gauche et la bouche, pour pouvoir ancrer le langage, l'attention, la mémorisation, la concentration, tout ce que vous voulez. Et le mode par défaut. La maman qui est sur son téléphone portable, il voit la moitié de son visage. Il voit que l'œil gauche, la moitié de la bouche. Donc il ne va pas, quand elle va le laisser tout seul dans son berceau, il ne va pas mettre en place ce bon réseautage-là, ces bonnes connexions-là. Plus la dopamine. La dopamine, là j'en ai parlé brièvement, on a découvert, alors ça c'est très récent, il y a quelques années, qu'elle avait une fonction épigénétique sur les gènes. Épigénétique. La dopaminylation, c'est-à-dire que la dopamine et même la sérotonine, elle va activer ou désactiver certains gènes. Elle est en train de dire, notre chercheuse qui est juste là, qu'on a
bourrer les enfants de dopamine. Nicolas Cardaras, qui avait écrit justement là-dessus, écran et cocaïne, même effet sur le cerveau de nos enfants. C'est exactement ce qu'elle disait, c'est très puissant parce que cette lumière bleue-là, qui émane des LED blanches, qui ont beaucoup de lumière bleue, parce que je vous rappelle, les LED, à la base, il n'y avait pas de LED blanche, il y avait des LED rouges, vertes. Et après, quand ils ont inventé la bleue, ils se sont dit, bingo, bleu, rouge, vert, on va faire du blanc. Ils ont fait des blancs. Et il y a énormément de lumière bleue dans ces LED. Et la lumière bleue, pourquoi c'est un problème? Parce que cette lumière bleue, depuis que la vie existe, il y a le ciel qui est bleu. Et le ciel bleu, bon, on va vite dans les, on va aller vite dans les détails. Il y a une couleur bleue, la moyenne du bleu du ciel bleu, c'est 480 nanomètres. Les cellules ganglionnaires à mélanopsine qu'on a découvert il y a 20 ans, en même temps que Matrix, elles sont sensibles à 480 nanomètres. Parce que quand il y a de la lumière, je n'ai pas envie de dormir. J'ai envie de chasser. Ça stimule l'instinct de chasse et de reproduction. Donc, tant que j'ai de la lumière bleue, je n'ai pas envie de dormir. Le fait juste d'ouvrir le réfrigérateur la nuit, parce que j'ai envie de manger un petit truc ou je suis parti aux toilettes, le fait d'ouvrir rien que la lumière du réfrigérateur, ça peut perturber mon sommeil. Je vous rappelle qu'on est tous différents. Les femmes et les hommes, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes systèmes sensoriels. Même si on voit tous, si on entend tous, on n'est pas sensible de la même façon. Le facteur de sensibilité, par exemple, à la luminescence, à la lumière, il peut varier d'un facteur de 1 à 50. C'est-à-dire que je donne une bougie à monsieur, il va être gêné. Lui, il lui en faut 50. Ou elle lui en faut 50 bougies. Alors quand je mets un bébé dont les yeux sont transparents à 95% devant un écran LED qui bombarde de lumière blanche, alors en plus les écrans LED ne se valent pas, il y a des écrans qui émettent beaucoup plus de lumière bleue que d'autres. Alors est-ce que je le fais regarder la télévision le matin? Est-ce que c'est un grand écran? Est-ce que c'est un petit écran? Est-ce que c'est dans le noir absolu? Est-ce qu'il y a la lumière du jour? Est-ce qu'il n'y a pas la lumière du jour? Est-ce que je suis sur le nord? Au nord, dans l'hémisphère nord, est-ce que je suis dans l'hémisphère sud? À quelle distance du soleil? C'est de la folie, tout ce qui impacte la lumière, la mélatonine. Parce qu'il y a une notion dont je vous parlais tout à l'heure, réflexion lumineuse et émission lumineuse. On a toujours vécu dans un monde de réflexion lumineuse. Tout ce qui voyait l'être humain, c'était de la lumière réfléchie, de la lumière qui venait du soleil. Or, le soleil, il émet un spectre continu. Les ampoules LED envoient de la lumière discontinue, c'est-à-dire complètement pas naturelle. On envoie un pic super puissant de lumière bleue dans les yeux des enfants qui dit ne dors pas, va chasser, va te reproduire. Puberté précoce. Rien que la lumière bleue, sans parler des contenus, de tout le bazar qu'il y a derrière. Donc, on donne des écrans, on donne de la malbouffe, on stresse, on crie nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on est connectés. C'est le bazar total. Regardez ce qu'il disait Michel Desmurger, la fabrique du crétin digital. Et je vous invite, pour compléter l'histoire du numérique, à lire Le désastre de l'école numérique, sûrement vous connaissez, qui complète ce que disait Michel Desmurger. Alors, pourquoi je suis là maintenant? C'est parce que justement, en 2010, je suis tombé sur sa vidéo. Comme quoi, on n'apprend pas avec la vidéo, il faut vraiment prendre des notes, il faut apprendre à regarder des vidéos. Il y a des vidéos qui sont magnifiques sur Internet. Mais il faut savoir prendre des notes. Moi, j'ai connu des familles dans les années 70, je suis là en 73, donc fin 70, dans les débuts 80. Moi, je ne comprenais pas, à l'époque, ils n'avaient pas de télévision. J'habite à Bagneux, à côté Sceaux, il y avait donc ils ont beaucoup d'argent, certaines personnes à Sceaux. Ils n'ont pas de télévision. Ça m'avait choqué à l'époque, j'étais petit. Et quand ils regardaient un documentaire, ils ne le regardaient pas à la télévision, ils le regardaient là-dessus. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un écran qui n'émet pas de lumière. C'est un écran qui réfléchit la lumière du rétroprojecteur. C'est de la réflexion. Ils ont fait des expériences de gens, voilà, vous regardez là, de ce côté-là. C'est une lumière réfléchie de ce qui se passe dans le documentaire. Je vous passe un documentaire, vous allez me dire ce que vous allez penser de ça. Il y a des gens derrière l'écran, à travers la lumière. Donc, eux, ceux qui sont derrière, c'est une lumière émise. Vous êtes dans le monde réel, puisque c'est de la lumière réfléchie. On a toujours vécu avec un milieu de lumière réfléchie. Les gens qui sont derrière l'écran, ils sont en train de se prendre la lumière dans les yeux. Donc, c'est de la lumière émise. Et ben, ils ont vu quoi? Ils ont posé la question après aux gens qui étaient du côté lumière réfléchie. Ils leur ont posé la question, qu'est-ce que vous avez pensé du documentaire ou du film, peu importe. Ah, ils avaient un recul incroyable sur ce qu'ils avaient vu. Ils n'étaient pas dans l'émotion. Ah oui, j'ai trouvé qu'il avait un peu trop abusé sur ceci, cela, tatati, tatata. Enfin, bah, c'était de la réflexion. Alors que les autres qui étaient derrière de l'autre côté de l'écran, donc qui étaient en lumière, en réception de lumière émise, ils étaient à fond dans l'émotion. Oh, j'ai eu peur quand j'ai eu peur, j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'était vraiment très émotionnel ce qu'ils ressentaient. Ils n'avaient pas de recul. On a mis le doigt sur quelque chose d'important. Émission lumineuse n'a rien à voir avec la réflexion lumineuse.
on est écran quand on reçoit la lumière dans les yeux. On est l'écran. Quand on reçoit la lumière réfléchie, on n'est pas écran, puisque le premier écran, c'est l'objet qui a reçu la lumière. Moi, je suis un deuxième écran, donc j'ai un peu plus de recul. La lumière, elle n'est pas aussi puissante quand elle vient des objets que quand elle est émise par un écran ou même un smartphone. Quand on donne un smartphone à un bébé ou une tablette à cette distance-là, on est en train de bousiller tout son système neurodéveloppemental. On bloque ses synapses, on bloque ses axones et on bloque son épigénétique, on bloque sa chronobiologie. La chronobiologie, l'étude des rythmes par rapport à la lumière. Donc nous, l'objectif, c'est quand j'en avais parlé avec Jack, il était super chaud, je lui ai dit, on va repartir avec tout ce que tu sais, avec tout ce que vous savez, vous, on va le mettre en application en Afrique, directement. Parce qu'en Afrique, on a des lobbies, mais on n'a pas ces lobbies-là. Ils commencent à arriver, ils commencent à ramener les tablettes à l'école, comme ce qui s'est passé ici. Vous connaissez Nietzsche? Oui, Nietzsche, le philosophe. Moi, je ne connaissais pas Nietzsche. Mon père, il m'a dit, tu vas apprendre le français avec les Algériens, avec les Sénégalais. À l'époque, hein, quand j'étais dans les années 90. Dans les années 80, moi, quand j'allais en Algérie, il me parlait français, je ne comprenais pas le français qu'il me parlait. J'hallucinais. Il parlait un français en béton armé. Il parlait français, arabe, kabyle, parce que je suis de la Kabylie en Algérie. Il parlait anglais, il y en a qui parlaient espagnol, il y en a même qui parlaient russe. Il parlait 5-6 langues couramment. Comment ça se fait? Moi, je me foutais d'eux parce qu'ils ne connaissaient pas Goldorak, ils ne connaissaient pas Supercopter, ils ne connaissaient pas les séries. Pour moi, la vie, c'était les séries que j'avais ici en France. Et là, j'arrivais là-bas, ils n'avaient pas d'électricité. On n'avait même pas l'eau. On avait l'électricité une fois dans la semaine qui était coupée en plein milieu de la nuit, donc il fallait toujours des bougies. Moi, je me rappelle avec quoi on s'amusait là-bas. On n'avait rien, mais on avait tout. Maintenant, on a tout et on ne fait rien. Et ça me fait repenser à Sabine Duflo, dont il a parlé tout à l'heure, que j'ai rencontré en 2013, qui dit, vous leur donnez des allumettes pour appeler les pompiers derrière. J'ai trouvé belle cette expression. Vous donnez des allumettes pour appeler les pompiers derrière. On leur donne des écrans pour appeler des orthophonistes, des psychologues, des chercheurs, il faut démontrer, blablabla. Mais moi, je l'ai vu, l'Algérie, quand j'ai pété un câble au moment où j'ai lu le bouquin de Michel Desmurget. Donc lui, je le suivais déjà un petit peu avant, parce que je vous dis, ça fait 35 ans que j'ai lu des milliers de recherches par rapport à tous ces trucs-là. J'ai accumulé. Là, j'ai eu une crise cardiaque quand j'ai vu sa vidéo en 2011 de son bouquin Tévélobotomie. J'ai eu la deuxième crise cardiaque quand je l'ai lu en 2013. Je m'en rappellerai toujours parce que c'est un ami qui m'a renvoyé la vidéo que je lui avais envoyée en 2011. J'ai dit, attention, les écrans, c'est vraiment pire que ce que je pensais. J'ai vu la vidéo de Michel Desmurget, il explique son bouquin, c'est grave. On n'apprend pas avec la vidéo si on ne prend pas des notes. Les gens de Sceaux dont je vous parlais, ils prennent des notes. Ils regardent la télévision avec un écran comme ça. Ils ont un rétroprojecteur branché à la télévision, ils regardent là parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas bon de regarder la télévision en direct. Et là, je vois dans la vidéo des trucs qui m'interpellent, qui m'avaient bloqué, c'est l'anorexie, la boulimie. Il a dit quoi dans son bouquin Tévélobotomie? Il a dit que partout où la télé est arrivée en masse dans un pays, elle a tout massacré. Et ce qui m'avait fait tilt, c'est l'anorexie boulimie. Parce que moi, dans les années 90, la parabole est arrivée en masse en Algérie. C'est l'un des premiers pays africains où elle est arrivée en masse. Même fin 80, 87, 88, il y en a déjà qui avaient la parabole. La parabole, je vous rappelle, ça permettait de voir Canal+, en clair. Ils payaient pratiquement rien. En Algérie, on ne voyait même pas un bisou. En Algérie. À la télévision, un bisou, on ne le voyait pas. On se retrouve du jour au lendemain avec quoi? Le porno. De Canal+, gratuit. 7-8 paraboles par fenêtre. Tout le monde avait la télévision, dans les toilettes, dans la cuisine, partout. Pas forcément par rapport à ça, plus la publicité. Et je vous rappelle le maître absolu de la manipulation par rapport à ça, vous le connaissez tous. Édouard. Qui l'a dit? Bernays. Vous connaissez Bernays? Vous connaissez Netflix? Vous ne connaissez pas Bernays? Bernays, c'est lui qui a fait fumer les femmes aux États-Unis. C'est lui qui a dit qu'il fallait allaiter les bébés pour avoir du lait. On sait que le houblon, ça a une capacité à faire monter le lait. Mais la bière sans alcool, il montrait des affiches où il montrait une femme avec un beau sein, un beau téton, le bébé il est content, elle a un verre de bière. La bière est nourrissante. Elle boit de la bière, donc son sein il est gros, le bébé il est content, tout va bien. Et la femme à côté, au bout de sa vie, le bébé c'est un vieux, on dirait qu'il va mourir. Il n'y a pas de téton. Et on ne voit pas le téton, on ne voit même pas le téton de la maman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact. Il y a un film noir, là, il n'y a pas de contact parce qu'elle ne peut pas le nourrir. Pourquoi? Et le bébé, c'est un vieux. Hein. Il est comme ça, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de bière. Il a fait fumer les femmes aux États-Unis. Explosion des cancers chez la femme. C'est lui qui a fait la campagne de recrutement, l'oncle Sam. I want you for US Army. Call of Duty. Il est où le monsieur de Call of Duty tout à l'heure? Il n'est pas là, il est parti. Et dans sa campagne de recrutement, il y avait marqué quoi? I want you for US Army. Il y avait Call of Duty.
Les petits jeunes là, qui jouent à Call of Duty ne savent pas que c'est Bernays qui a mis dans la tête du monde entier que l'Amérique allait sauver le monde. L'Amérique, c'est le number one. Ils sauvent le monde, c'est les plus puissants. D'ailleurs, il était comme ça avec l'armée américaine, puisque c'est lui qui a fait la campagne de recrutement. Je vous rappelle, en 1916, qui avait voté, les États-Unis qui avaient voté pour Wilson, qui ne voulait pas faire la guerre. Son adversaire, il voulait faire la guerre. Les Américains ne voulaient pas faire la guerre en Europe. Quand il a été élu Wilson, il a changé d'avis. Je vais faire la guerre, je vais gagner de l'argent. Ses conseillers lui ont dit, mais t'es fou. On t'a élu parce que tu ne voulais pas faire la guerre, maintenant tu veux faire la guerre. Ça va être la guerre civile. Bernays, il est venu, je vous rappelle qui c'est Bernays. C'est le double neveu de Freud. Pas simplement le neveu, le double neveu de Freud. La psychanalyse. Il avait énormément lu sur la psychologie des foules à l'époque de Gustave Le Bon, si je ne m'abuse. Il avait lu pas mal sur comment manipuler les gens. C'est lui qui a fait connaître le mot propagande au niveau mondial. Propaganda, il l'a écrit dans les années 20. Et c'est à ce moment-là que l'industrie du tabac lui a dit, t'es un fort, toi, t'as fait retourner l'opinion publique qui ne voulait pas faire la guerre. En un an, il a matraqué les Américains qui ne voulaient pas faire la guerre. Et un an plus tard, toute l'Amérique voulait faire la guerre. Il a fait un film de propagande contre les Allemands. Comment il les a montrés, les Allemands? Comme des Noirs. Moi, ça fait 35 ans que je m'intéresse à l'image des Noirs dans les médias. Après les femmes, et les femmes aussi, c'est une catastrophe. Et les Arabes, les musulmans, les Indiens, les Hispaniques, c'est toujours la même chose. Donc, je m'intéressais à l'effet psychologique. Et est arrivé l'effet neurobiologique ou neurodéveloppemental quand on a créé l'écran nomade. Donc, quand il a fait fumer les femmes, quand il a fait boire les femmes, qui est parti le voir aussi, son pote? Disney. Vous connaissez Disney? Walt Disney. Il lui a dit, hey, moi aussi, mon ami, je veux vendre des bandes dessinées, je veux vendre des tourne-disques, des musiques, des places de cinéma. Comment je vais faire? Il lui dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Comment elle se réveille Blanche-Neige? Je lui dis, elle n'a pas le droit de dire. Comment elle se réveille Blanche-Neige? Vous savez comment elle se réveille Blanche-Neige? Blanche-Neige et les 7 nains, vous ne connaissez pas? Elle meurt, elle mange la pomme empoisonnée, elle est morte. Comment elle se réveille? Hein? Le baiser, toz. Chez les Algériens, on dit toz, c'est-à-dire n'importe quoi. TikTok, d'ailleurs, j'ai un petit TikTok, je l'appelle TikTok, c'est TikTok, petite parenthèse. Elle ne se réveille pas avec un baiser. C'est Bernays qui a dit, hey, mon ami Disney, il faut sexualiser la relation de Blanche-Neige. Il faut un baiser. Parce qu'en fait, elle se réveille comment? Elle est portée par les 7 nains. Allez relire le livre. Elle est portée par les 7 nains dans un cercueil en cristal. L'un des 7 nains, il trébuche. Le cercueil, il trébuche, il tombe. Elle tombe. Et le morceau de pomme de sa bouche, hop, il sort de sa bouche. Elle se réveille. Il lui dit, il faut sexualiser sa relation. Il faut ramener un petit prince charmant. Je vais tout donner. Et donc, les femmes, elles attendent tout du prince charmant. Elles font rien. Le bisou. Et donc, Donald, il a sa copine. Mickey, il a sa copine. Tous les personnages, ils ont leurs copains, leurs copines. Popeye, etc., etc. Et ça, c'est Walt Disney. Et maintenant, je vous conclue là-dessus avant que je parte sur plein d'autres trucs. Walt Bernays, si vous allez sur Wikipédia, c'est le grand-père du mec qui a fait Netflix. Elle est belle l'histoire. Hein? Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, l'objectif, c'est qu'on crée une équipe de recherche internationale. Il y a du Canada. Les Québécois, apparemment, c'est des guerriers. C'est ce qu'il me disait, comment il s'appelle? Jack Broder, comment il s'appelle? Parce qu'en fait, je voulais l'appeler le guerrier. Le guerrier Broder. Il m'a dit, non, tu me dis juste Jack. Il me dit, nous, on est des guerriers, les Québécois, parce qu'on s'est battus pour maintenir le français là-bas au Canada. Je dis, bah, t'es comme nous, en Algérie, il y a beaucoup de guerriers. Et l'Algérie, elle est connue en Afrique parce qu'elle a aidé énormément de pays africains pour décoloniser. Contre la colonisation, donc au niveau de comment se battre contre le colon, etc., etc. Donc, ils ont une image un peu de révolutionnaire. Je lui dis, c'est très bien, toi tu vas venir du Québec en Algérie, double révolutionnaire. Il m'a dit, on y va, on fonce. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'année prochaine, on va proposer le programme. Vous connaissez les 1000 premiers jours de l'OMS? 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours de l'OMS, c'est l'OMS qui dit, attention aux 1000 premiers jours, de la fécondation jusqu'à à peu près 2 ans de la vie. C'est très important parce que tout ce qui se passe à ce niveau-là, il y a des périodes de tir au niveau du développement de l'enfant. Si on les rate, c'est fini. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Alors, je dis non, tose, encore en tose. Ça ne sert à rien. Enfin, ça sert, bien sûr que c'est fondamental, mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut aller, je leur dis, aller à un truc qui est vendeur, ce n'est pas 25 ans, c'est les 10 000 premiers jours de la vie. Donc, on va proposer le défi de 1 mois pour plus de naturel et moins d'artificiel qui sera la base des 10 000 premiers jours de la vie. Parce que si j'adopte de saines habitudes de vie pendant mes 10 premières années de la vie, ce n'est pas à 25 ans que je vais commencer à fumer. Hein. Ce n'est pas à 25 ans que je vais commencer à me bourrer le chou pour je ne sais pas quoi. Ça, c'est les anciens. En Algérie, moi, je me rappelle, il y a des personnes qui me disaient 3 choses, comme les 3 filtres de Socrate. Fais jamais de conneries avant 30 ans. Ne fais jamais de conneries, ne fais jamais de bêtises avant 30 ans.
Tu veux voir les femmes, tu veux courir l'alcool, la drogue, pas de problème, à 30 ans. Bah, ce n'est pas à 30 ans que je vais commencer. C'est rare hein, que je commence à 30 ans à devenir addict de quoi que ce soit. Toujours une bibliothèque chez toi. Il faut lire, parce que la lecture, elle développe des choses hallucinantes. Et fais toujours le bien. Parce que dans les bonnes actions, c'est là où on a le social. Ce que vous disiez tout à l'heure, dans le facteur qui fait que on va vivre, un des facteurs qui fait qu'on va vivre plus longtemps, c'est la socialisation. Or, quand on aide, on est dans le social, on a les neurones miroirs, il y a tout un tas de choses qui se font. Donc l'idée, c'est de créer une équipe de recherche internationale qui va étudier, une chose que je n'ai pas encore trouvée, peut-être que ça a été vu, mais je n'ai pas vu, le réseau neuronal du mode par défaut quand on gère les sons électroniques, parce que c'est bien, je retire les écrans, mais est-ce que j'ai retiré les sons électroniques? Ok, je retire les écrans, je retire les sons électroniques. Est-ce que j'ai fait attention aux cris de la maman? Parce que la maman, quand elle a retiré l'écran à l'enfant, quand elle lui a retiré les sons électroniques, elle va crier pour calmer l'enfant. Donc, elle va toujours bloquer son mode par défaut. Donc, je vais arrêter là, je crois, parce qu'il est là en pression depuis tout à l'heure. J'essaie de maintenir la pression. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Je n'ai pas tout dit parce que je ne peux pas tout dire, mais au moins là, je vous ai mis un peu la puce à l'oreille. Demain, je pars en Algérie, 4 jours, conférence. Il y avait un colloque qui a été annulé parce que le recteur de l'université a été réquisitionné, entre guillemets, par le ministre à la dernière minute. C'est annulé, mais ce n'est pas grave. On va créer une association. Donc, conclusion, on va créer une association dans laquelle il y aura une équipe de recherche qui va étudier ça. Donc, avant et après, en un mois, on a des effets extraordinaires. Alors, je parle d'enfants qui sont nés sans comorbidité, c'est-à-dire sans autre maladie, qui ont été surexposés, même pendant l'enfance, la grossesse, à des sons électroniques ou à des images. Avant la naissance, pendant les 3 premières années de la vie. On peut les récupérer, ces enfants-là, on peut les sauver. C'est ultra important d'être précoce dans la prévention et dans l'action. Si vous avez des questions, merci. Merci.